Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Là, l'amphi est presque plein. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Pierre-François Coadon, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure et qui fait sa recherche au laboratoire Kastler-Brossel sur la détection des ondes gravitationnelles, donc, et en particulier l'instrument Virgo, donc, qui est impliqué dans la détection des ondes gravitationnelles. Vous savez qu'il y a eu à ce sujet des découvertes extraordinaires là, depuis quelques années. Et donc, Pierre-François va nous expliquer comment on fait pour détecter ces ondes gravitationnelles et donc des déplacements extrêmement petits qui mettent en jeu des techniques extrêmement pointues qui font appel à la mécanique quantique et beaucoup de physique, je pense. Voilà, c'est à toi. Bien, merci Patrick. C'est un grand plaisir de venir vous parler ce soir de la détection des ondes gravitationnelles, surtout ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, juste une petite remarque, donc, la détection des ondes gravitationnelles, ça fait intervenir beaucoup de domaines différents de la physique. Et moi, je suis vraiment du côté des lasers, des détecteurs, pas du tout du côté de l'astrophysique. Donc, je précise, parce que comme on est à l'Institut d'astrophysique, bon, je prends toutes les questions, mais je ne garantis pas les réponses sur les volets les plus astrophysiques du lot. Alors, la détection des ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui a fait effectivement pas mal de bruit quand ça a été annoncé pour la première fois en 2016. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et alors, il y en a une qui est assez évidente, c'est que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps, puisque là, vous voyez donc la revue qui a annoncé la détection gravitationnelle. Donc, vous avez la date le 12 février 2016. Enfin, la revue a été publiée le 12 et c'était annoncé la veille, le 11 février. Et les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui a été prédit par Einstein. Vous avez ici l'article correspondant et vous avez la date ici, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est 22 juin 1916. Donc, il s'est écoulé quasiment à quelques mois près 100 ans entre la prédiction théorique par Einstein de ces ondes gravitationnelles et la preuve expérimentale de l'existence des ondes gravitationnelles. Alors donc, bon, le titre, donc c'est un article qui est en allemand, le titre, ça vous dit « Intégration approchée », au sens en faisant des approximations des équations du champ de gravitation. Alors, un petit aperçu de ce que c'est que les ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est clairement pas quelque chose qui est facile à expliquer rapidement à des gens, même des gens qui viennent de classes préparatoires. Pour vous donner une idée quand même de ce que c'est, bon, vous savez, jusqu'au début du XXe siècle, la théorie de la gravitation, c'est la théorie de Newton. Ça, avec le champ 1 sur R2, ça c'est quelque chose d'assez connu. Et il y a quelque chose qui n'était pas précisé par Newton, et je crois enfin, je ne suis pas un spécialiste d'histoire des sciences, mais je crois qu'il ne s'est même pas tellement posé la question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais la masse qui crée le champ de gravitation se déplace. Comment est-ce que la masse qui à l'autre bout subit ce champ de gravitation ressent cette information? Puisque la distance change, donc le champ de gravitation doit changer. Ce n'est pas très clair comment ça se fait. Alors ce que Einstein a montré, c'est qu'en fait, quand la masse se déplace, elle émet des ondes gravitationnelles, et c'est ces ondes gravitationnelles qui se déplacent à la vitesse de la lumière qui amènent l'information sur la masse test un peu plus loin. Donc pour vous donner une idée de comment ça marche, alors c'est pas du tout rigoureux ce que je fais, mais ça donne quand même des idées. Imaginez, vous écrivez le potentiel gravitationnel. Donc le potentiel gravitationnel, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en un point m de l'espace qui est, mettons par exemple ici, qu'est-ce qu'on fait? On écrit que c'est l'intégrale sur un volume ici où il y a des masses. Donc il y a l'intégrale de la densité fois l'élément de volume pour faire la masse. Vous avez 1 sur la distance pour avoir le potentiel gravitationnel. Et ce que je rajoute, c'est le fait que cette densité, si par exemple vous voyez, vous avez un système ici qui bouge, cette densité elle dépend du temps, puisque ce truc-là bouge. Donc du coup, la densité en P, elle dépend du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fait que le potentiel gravitationnel ici, il va refléter la distribution de densité ici en P à t moins le temps qu'il a fallu à l'information pour arriver à la vitesse de la lumière. Et vous savez que le champ de gravitation, c'est le gradient du potentiel gravitationnel. Et donc vous voyez que cette fonction de m c'est le point de l'espace qui est ici, mettons, elle dépend de m à la fois à cause du terme en 1 sur r qui est ici, et à la fois à travers le terme du temps retardé. Et donc si vous calculez le gradient d'un potentiel qui dépend de m de deux façons, c'est une dérivée composée, hein, et du coup vous avez deux termes. Le premier, c'est juste la dérivation du 1 sur R qui va vous donner du 1 sur R2. Ça, c'est le champ gravitationnel standard. Et puis l'autre terme qui va faire intervenir en fait la dérivée temporelle de ρ à travers ce terme-là. Et c'est ce terme-là dont on peut montrer qu'il se propage effectivement à la vitesse de la lumière.
et qui va correspondre à l'onde gravitationnelle. Alors cette onde gravitationnelle, si elle est créée quelque part dans l'univers, elle se propage a priori dans toutes les directions, et l'effet qu'elle a sur la matière, c'est de déplacer les objets. D'accord ? Donc là, je vous représente quelque part, par exemple sur Terre, un cercle sur lequel j'ai déposé des masses test qu'on va supposer en chute libre. Et ces masses test, qui sont initialement sur un cercle, eh bien, quand l'onde gravitationnelle passe, vous voyez qu'elle se déplace comme ça. Alors les caractéristiques du mouvement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord la fréquence de ce mouvement, c'est 2 fois la fréquence à laquelle ces deux objets tournent l'un autour de l'autre. Vous voyez aussi tout de suite que les déplacements ont des phases opposées dans 2 directions perpendiculaires. Quand la masse ici s'écarte, les masses ici se rapprochent du centre. Et enfin, et c'est ça qui est très important, c'est que c'est un effet comme un effet de marée, c'est-à-dire que l'amplitude ΔL ici du mouvement de cette masse est proportionnelle à la taille du système. Donc ce qui caractérise l'onde gravitationnelle, ce n'est pas le déplacement ici, mais c'est le rapport entre le déplacement ici et la taille initiale du cercle. D'accord ? C'est ça l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc ça veut dire qu'au passage, pour détecter les ondes gravitationnelles, on a intérêt à faire l'expérience avec les objets les plus grands possibles. Et on va voir que ça joue un rôle important par la suite. Alors, le problème, pourquoi on a mis 100 ans à les détecter, ces ondes gravitationnelles ? Parce que l'amplitude h, elle est minuscule. Alors, pour vous donner une idée à quel point elle est minuscule, donc, typiquement, donc, dans l'article d'Einstein que j'ai montré tout à l'heure, il y a ou dans un qui a suivi juste peu après, il y a ce qu'on appelle la formule d'Einstein qui vous donne une idée, un ordre de grandeur de cette amplitude en fonction des paramètres du système. Donc, vous avez grand M, c'est la masse typique des objets qui tournent, grand R, la taille typique de l'orbite, grand T, la période typique de l'orbite. Vous avez 1 sur R, enfin 2 sur R, R c'est la distance entre l'objet qui crée l'onde gravitationnelle et l'endroit où on la détecte, on va la détecter. Et là où vous voyez que ça se complique, c'est qu'en fait il y a un préfacteur qui est G sur C4. Et G sur C4, le problème c'est qu'évidemment G c'est tout petit, 6,67 10-11 en unité SI, et C évidemment c'est très grand. Et donc quand vous faites G sur C4, vous prenez un préfacteur, quelque chose de l'ordre de 10-43. Donc ça veut dire que si jamais je prends des masses typiques de 1 kg, un rayon de 1 mètre, si je fais tout avec de l'ordre de 1 en unité SI, c'est-à-dire que j'ai une amplitude H de l'ordre de 10-43. Donc des déplacements relatifs de l'ordre de 10-43. Alors, la première idée pour détecter, prouver que les ondes gravitationnelles existent, c'est de faire, comme on a fait il y a longtemps pour les ondes électromagnétiques, c'est avoir un dispositif qui crée une onde électromagnétique, et puis un peu plus loin, avoir un dispositif qui les détecte. Donc est-ce qu'on peut créer sur Terre une onde gravitationnelle ? Alors, donc la première idée, c'est, vous imaginez, je prends un barreau d'acier, plutôt que d'avoir juste de masse, je fais carrément tout un barreau d'acier. Donc j'ai mis 500 tonnes, donc je crois que c'est 2 ou 3 mètres de diamètre et 20 mètres de long, qui tourne sur lui-même, comme ça, à 5 tours par seconde. Si je fais ça à 1 mètre, vous utilisez la formule qui est là, vous allez trouver que ΔL sur L, c'est 10-34. Donc ça veut dire que si j'ai un dispositif qui fait 1 mètre, il faudra que je mesure 10-34 mètres. Donc c'est 0,00, enfin avec 33 zéros avant de mettre un 1 mètre, pour faire ça. Donc bon, c'est pas du tout envisageable. En fait, pour faire une onde gravitationnelle qu'on peut envisager de détecter sur Terre, ce qu'il faut faire tourner, ce n'est pas un barreau d'acier de 20 mètres de long, c'est un porte-avions complet qui fait 100 000 tonnes. Alors je ne sais plus, je crois qu'il doit faire 200 et quelques mètres de long, 100 000 tonnes. S'il tourne sur lui-même à 1000 tours par seconde, alors ça marche. Bon, évidemment, c'est encore moins envisageable que le barreau d'acier de... Donc du coup, ce sur quoi on table depuis déjà un certain temps, c'est de dire, voilà, sur Terre, il n'y a aucune chance qu'on puisse faire une onde gravitationnelle. Par contre, dans l'univers, il y a des objets, certes, ils sont beaucoup, beaucoup plus loin. Et évidemment, on prend un facteur 1 sur R avec la distance, mais ils sont beaucoup plus massifs et ils se déplacent très, très, très vite. Et donc, c'est envisageable. Et effectivement, si vous prenez 2 trous noirs, bon, il faut quand même tabler sur des objets massifs, 2 trous noirs qui ont des masses typiques de l'ordre du Soleil, qui fusionnent, donc qui se percutent et qui deviennent un seul trou noir, à 30 millions d'années-lumière. Alors 30 millions d'années-lumière, c'est gigantesque, mais à l'échelle de l'univers, c'est vraiment pas très grand. Donc c'est assez exigeant comme condition de dire 30 millions d'années-lumière. Eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est que H va être de l'ordre de 10-20. Pardon, je me suis trompé. Voilà. H, c'est de l'ordre de 10-20. Et 10-20, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement ça, 10-20, on peut le détecter et on l'a détecté. Donc ça veut dire des déplacements typiques
enfin des déplacements relatifs de 10-20. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment c'est très difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que si jamais ça marche, non seulement on fait de la physique, parce qu'on montre l'existence des ondes gravitationnelles et on teste par exemple la relativité générale, mais en même temps, on apprend des choses sur les sources astrophysiques qui créent ces ondes gravitationnelles. Et en fait, la raison pour laquelle tant d'argent a été mis dans la détection des ondes gravitationnelles, ce n'est pas juste pour prouver que ça existe, c'est aussi parce que, vous allez le voir, on peut apprendre plein de choses sur la physique. Alors, quel est le principe de la détection? Le principe de la détection, donc je vous ai dit, vous avez des effets des ondes gravitationnelles, c'est des effets qui sont avec des signes opposés dans deux bras perpendiculaires. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est comparer la longueur de deux bras qui sont perpendiculaires. Il y a un instrument couramment rencontré dans un laboratoire qui fait ça très bien, c'est l'interféromètre de Michelson. Alors l'idée, c'est que je prends un interféromètre de Michelson, donc j'ai une source laser ici, qui envoie de la lumière sur une lame séparatrice. La lumière, il y a un bras qui fait ce chemin-là, un bras qui fait ce chemin-là. Et ce qui se passe, c'est que les deux ondes lumineuses, donc qui sont séparées en deux, font chacune un aller-retour dans les bras. Et à la fin, elles se recombinent. Donc ça c'est l'onde lumineuse avec sa longueur d'onde. À la fin, les deux se recombinent. Et si jamais je règle de telle façon que les deux bras, qu'il y ait une différence de phase de pi entre les deux, la somme des deux, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc à la sortie de mon interféromètre de Michelson, il n'y a pas de lumière. D'accord? Interférence destructive, lumière plus lumière ne fait pas de lumière. Et l'onde gravitationnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tout simplement changer les longueurs des bras, de façon à ce que, même si moi je règle mon interféromètre pour qu'il n'y ait pas de lumière, au passage de l'onde gravitationnelle, ce réglage est modifié, et du coup, il y a de la lumière qui arrive sur le détecteur qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Alors, en pratique, comment c'est mis en œuvre? Donc il y a deux grands projets aujourd'hui qui aujourd'hui précisément ne fonctionnent pas parce qu'ils sont à l'arrêt pour amélioration, mais ils vont reprendre début avril. Donc deux grands projets. Il y en a un qui est aux États-Unis qui s'appelle LIGO et un qui est en Italie qui est franco-italien, là celui sur lequel je travaille, qui s'appelle Virgo. Alors le principe, donc je vous ai dit, c'est un interféromètre de Michelson. Donc vous avez un laser infrarouge, donc à 1064 nanomètres, donc on ne le voit pas à l'œil, qui est envoyé dans un interféromètre de Michelson. Ici vous voyez la séparatrice. Donc qui sépare le faisceau en une partie là et une partie qui va là. Vous avez les deux bras, et donc les deux bras, on les fait les plus longs possibles, forcément, puisque l'effet de l'onde gravitationnelle, il est directement proportionnel à la longueur de bras. Donc pour que ça marche, on a intérêt à prendre les bras les plus longs possibles, et donc on prend des bras alors pour Virgo c'est 3 km, et pour LIGO c'est 4. Alors pourquoi 3 et 4? Il y a plusieurs raisons. D'abord, plus c'est long, plus ça coûte cher, évidemment. Ensuite, il y a des raisons aussi pratiques, c'est que les interféromètres sont construits à la surface du sol, et comme la Terre elle a un certain rayon de courbure, au bout de 3 km, vous commencez déjà à vous écarter un petit peu du sol, donc 3-4 km, on peut s'en accommoder, beaucoup plus, ça poserait un problème. Bon, il y a d'autres raisons, mais c'est déjà des bonnes raisons. Alors, le problème, c'est que 3 km, c'est difficile de faire plus, mais on aimerait bien quand même avoir plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un interféromètre de Michelson un peu plus compliqué qu'un interféromètre de Michelson standard. Et en fait, on met dans chacun des bras, vous voyez, il n'y a pas juste la lame séparatrice ici et les miroirs au bout, il y a aussi des miroirs qui sont rajoutés là. Et ces miroirs, ils font ce qu'on appelle une cavité Fabry-Perot. Une cavité Fabry-Perot, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la lumière qui vient dans ce bras, elle fait un aller-retour, et après un aller-retour, en fait, elle ne ressort pas, mais elle va se réfléchir, elle va faire un certain nombre d'allers-retours avant de finalement ressortir, d'accord, en jouant sur un effet, là encore, d'interférence constructive de la lumière. Et donc, en fait, quand la lumière elle fait typiquement une centaine d'allers-retours dans ce bras, dans cette cavité avant de ressortir, ça simule un bras de 300 km, alors qu'en fait, il ne fait que 3 km. D'accord, ça replie le bras, ça permet d'avoir l'équivalent d'un bras de 300 km. Donc, ça multiplie l'effet de l'onde gravitationnelle par 100. Voilà, donc tout ça c'est dans des tubes dans lesquels il y a le vide. Donc c'est un vide beaucoup moins bon que celui qu'il y a au CERN, mais largement suffisant, et dans une enceinte à vide qui fait quand même 3 km de long, enfin 2 fois 3 km sur un diamètre de plus d'1,20 m, donc c'est une très grosse enceinte à vide, c'est un plus gros volume de vide que le CERN, et la pression c'est à peu près 10-12 fois la pression ambiante. Et puis après il y a un système de détection, qui est essentiellement une photodiode. Donc ça, c'est le principe.
La question qui se pose, c'est, OK, l'idée c'est que l'onde gravitationnelle, elle va changer les longueurs des bras, créer une modification de l'intensité qui est détectée là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer détecter? Alors, le principe de l'interféromètre, donc c'est de faire des interférences qui peuvent être selon la différence de longueur entre les bras. Donc là, je l'ai mis en déphasage, c'est le déphasage entre les deux bras. Donc soit ce déphasage, il est nul, et dans ce cas-là, les interférences sont constructives, l'intensité détectée, elle est maximale. Soit les interférences, elles sont destructives, déphasage de pi, et dans ce cas-là, l'intensité détectée, elle est minimale. Et si vous vous débrouillez bien, elle est même nulle. Et puis, si jamais le déphasage, c'est 2π, de nouveau, les interférences sont constructives. Donc l'idée, c'est d'utiliser ça. Et comment est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, on va se placer à un endroit, par exemple ici, et on va mesurer l'intensité qui sort de l'interféromètre de Michelson. Et si jamais une onde gravitationnelle passe, l'onde gravitationnelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer les longueurs et donc changer le déphasage. Ici, vous voyez, elle arrive gentiment, donc là, le temps se déplace comme ça. Donc, du coup, je vais me déplacer sur cette courbe, et le signal détecté, c'est directement, en fait, c'est la dérivée de la courbe, d'accord, fois le signal de l'onde gravitationnelle. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Alors, pourquoi c'est quand même, on peut se dire, si c'est le cas, 10-20, 10-25, 10-30, j'arriverai, quelle que soit l'amplitude que je mets ici, j'ai toujours une amplitude à la sortie. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je peux détecter que des amplitudes de l'ordre de 10-20? C'est que si vous faites de l'expérience, ça ne marche pas si bien, parce que même si jamais il n'y a pas d'onde gravitationnelle, si je suis là, sur mon détecteur, en fonction du temps, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas une valeur bien stable. Ce que je vois, c'est, j'ai déjà fait des expériences dans un laboratoire de TP, souvent les élèves râlent, parce que dès qu'ils font un truc, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, donc ça fluctue au cours du temps. Donc ce bruit, alors on va voir d'où il vient, mais dans toutes les expériences de physique, il y a toujours du bruit qui intervient. Donc si quand il n'y a pas de signal, je mesure du bruit, quand il y a un signal, qu'est-ce qui se passe? J'ai la somme du signal créé par mon onde gravitationnelle plus du bruit. Donc là, vous voyez ma sinusoïde, elle est moins jolie que celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais ça comme sinusoïde. Là, j'ai la somme des deux. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau du bruit va limiter la plus petite amplitude que je vais être capable de mesurer. Là, j'ai fait un dessin avec le bruit, vous voyez l'échelle typique qui est plus petit que le signal, donc j'arrive toujours à détecter mon signal, mais vous vous doutez que si jamais j'ai une onde gravitationnelle ici plus petite, j'aurai un signal plus petit, et à la fin, je ne vais plus voir la sinusoïde, je vais voir que le bruit. D'accord? Donc, pour améliorer la sensibilité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut diminuer le bruit, d'accord? Et, si possible, augmenter le signal. Et pour détecter les ondes gravitationnelles, on fait les deux. Alors maintenant, d'où il vient ce bruit? Alors il y a plein de bruits qui interviennent dans un interféromètre gravitationnel, mais celui qui est limite de façon, peut-être pas ultime, mais de façon principale d'un point de vue conceptuel, c'est le bruit lié à la nature quantique de la lumière. Parce que je vous ai dit, on mesure une intensité. En fait, la lumière, ça peut être décrit comme une onde électromagnétique, d'accord? Mais ça peut aussi être décrit, il y a une description quantique de la lumière, et dans la description quantique de la lumière, je sais que vous en avez entendu parler, il y a ce qu'on appelle les photons. Les photons, c'est les grains de lumière, d'accord? Et donc en fait, détecter une intensité lumineuse, c'est compter des photons, d'accord? Et le problème, c'est que, parce que des photons qui sont discrets, donc sur le détecteur, même s'il en arrive un nombre énorme, vous allez voir par seconde, c'est quand même quelque chose de discret. Et quand on compte quelque chose de discret, il y a toujours des fluctuations statistiques dans la mesure. Alors pour illustrer ça, je ne prends pas des photons, je prends une pièce. Une pièce, si elle est honnête, j'ai une chance sur deux de tirer pile, une chance sur deux d'avoir face. Donc une pièce, c'est assez semblable à ce que j'ai montré là, mon interféromètre. Vous voyez qu'ici, si je suis réglé au milieu de la frange, mon photon, il a une chance sur deux d'être détecté, une chance sur deux de ne pas être détecté. D'accord ? Donc je fais un tirage à pile ou face. Alors ça, c'est des vrais tirages que j'ai fait avec des vraies pièces. Donc bon, j'ai tiré pile une fois, bon ça, ok. Et surprise, deuxième tirage que je fais, je retire pile. Donc ça, si je ne connais rien sur ma pièce, je me dis, la conclusion que je peux en tirer, c'est qu'a priori, la probabilité de tirer pile, c'est 100%. D'accord ? En fait, ce n'est pas le cas. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand je fais que deux tirages,
bah, en gros, ce que je fais, c'est que je mesure bien le 50% que je devrais avoir, mais avec des erreurs statistiques qui sont typiquement de 50%. Alors si je continue mes tirages, j'en fais 2 de plus. Bon, bah, la conclusion, qu'est-ce que c'est? Bah, la probabilité, a priori, c'est 75%. Et en fait, 75%, c'est cohérent avec le fait qu'en fait, c'est 50%, en gros, plus ou moins 25%. Parce que quand je fais 4 tirages, en gros, je fais 25% d'erreur. Bon, si je continue, je pense que vous avez compris. Si je fais 8 tirages, alors là, j'ai eu de la chance parce que mon 8e tirage, ça a égalisé. Donc, j'ai bien trouvé 50%. Mais pour autant, ça ne me garantit pas que ma pièce, elle est vraiment honnête. Tout ce que ça me garantit, c'est que c'est 50% plus ou moins quelque chose de l'ordre de 10 ou 12%. D'accord? Et quand on continue comme ça, si on prend par exemple 1000 tirages, alors ça je ne l'ai pas fait, mais 1000 tirages c'est quelque chose qui est assez connu. Si vous prenez 1000 tirages, l'erreur typique c'est 3%. Et ça c'est quelque chose qui est assez connu. À chaque fois qu'on vous dit qu'il y a un sondage, une élection au second tour, quand il y a 2 candidats avec en gros 50, voilà, on vous dit, quand on mesure 47 et 53, attention, il y a une marge d'erreur typiquement de 3%. Et cette marge d'erreur, c'est dû au fait qu'il y a une erreur statistique quand on fait un tirage de 1000 personnes, parce que typiquement, les sondages, ils ont des échantillons d'à peu près 1000 personnes. Alors pourquoi la physique, c'est plus intéressant et plus précis que les sondages? Enfin, c'est un avis personnel. C'est que le fameux bruit en question 1 sur racine de n, où n c'est le nombre moyen de photons, en fait la physique, enfin, je ne sais pas si c'est un intérêt ou on a de la chance, en fait on arrive à compter beaucoup plus de photons que les sondeurs n'arrivent à interroger de personnes. Alors il faut donc comparer ce bruit, 1 sur racine de n, à quoi? Le comparer au signal, et le signal c'est le déphasage, et ce déphasage il vaut quoi? Il vaut 2π divisé par la longueur d'onde, fois le déplacement, d'accord? Et ce déplacement c'est quoi? C'est l'amplitude de l'onde gravitationnelle h fois la longueur des bras. Et la longueur effective des bras, comme je vous expliquais qu'il y avait une cavité optique, c'est la finesse, f, qui correspond en gros au nombre d'allers-retours, fois la vraie longueur des bras. Donc si mon bruit, c'est 1 sur racine de n, et que mon signal, c'est ça, le plus petit h que je vais réussir à mesurer, c'est celui qui fait que ce chiffre-là est du même ordre de grandeur que 1 sur racine de n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que h, c'est ça. J'ai juste fait ça égale ça, et j'ai réorganisé les termes. Avec lambda, la longueur d'onde qui vaut en gros 1 micron, c'est 1064 nanomètres pour être précis pour Virgo, la finesse qui vaut 100, la longueur qui vaut 3 ou 4 km, et c'est là qu'est toute l'astuce, en fait, les lasers qu'on utilise, de l'ordre de quelques dizaines ou 100 watts, ça fait 10 puissance 20 photons par seconde. Donc en 1 seconde, on fait un sondage sur 10 puissance 20 photons. Et donc du coup, quand vous mettez ça, vous arrivez à la conclusion qu'on peut mesurer H qui vaut 10-22. D'accord? Donc 10-22, c'est plus petit que 10-20. Donc a priori, on peut mesurer des ondes gravitationnelles d'amplitude 10-20. Alors pourquoi est-ce qu'on prend de la marge par rapport à 10-20? Tout simplement parce que je vous ai dit que ça, c'est en supposant qu'on compte les photons pendant 1 seconde. Et en fait, les ondes gravitationnelles, elles peuvent durer moins d'1 seconde. Donc du coup, il faut être capable de faire mieux que 10-20 en 1 seconde pour pouvoir faire 10-20 en moins d'1 seconde. Voilà. Et donc ce H qui vaut 10-22, ça correspond à des mouvements des miroirs de l'ordre de 10-19 mètres. Puisqu'entre H et les déplacements, il y a le facteur L qui est 3 km. D'accord? Donc 10-19 mètres, où ça correspond au fait que, si jamais j'arrive à faire ça, je vérifie que ma pièce, elle est vraiment honnête à, je sais pas quoi, 10-8% près. D'accord? Donc je garantis que vraiment la pièce, elle est incroyablement juste. Alors pour info, 10 puissance 20 tirages, comme ça, si vous prenez la population mondiale qui tire à pile ou face 1 fois par seconde, il faut 500 ans pour faire les 10 puissance 20 tirages. Donc c'est la chance d'utiliser des lasers. C'est des sources de lumière extrêmement puissantes qui donnent beaucoup de signaux en très peu de temps. Alors, le problème suivant, donc si on utilise le dispositif que je vous ai montré, avec un laser de 100 watts, a priori, sous certaines réserves, on est capable de mesurer des déplacements suffisamment petits pour détecter les ondes gravitationnelles. Après, il faut s'assurer que le déplacement qu'on voit est bien relié à une onde gravitationnelle. Et ça, ce n'est pas évident du tout. Je vous rappelle que c'est 10-18 ou 10-19 mètres. Si vous prenez un miroir, vous le posez sur cette table, sans onde gravitationnelle,
ça va bouger typiquement de 1 micron, 10-6 mètres. Pourquoi? Parce que le sol vibre, entre autres choses, quoi. Donc il va falloir s'assurer que les miroirs ne vibrent pas sous l'effet des vibrations omniprésentes dans notre environnement. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc il y a quand même, entre 10-6 mètres et 10-18 ou 10-19, il y a 12 ordres de grandeur à gagner. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser un filtrage mécanique. Alors c'est là que je me lance dans une expérience dont je ne garantis pas la qualité puisque je l'ai un peu improvisé aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le fait que les ondes gravitationnelles détectables sur Terre, je vais me limiter à des ondes gravitationnelles qui ont des fréquences supérieures à 10 Hz. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ondes gravitationnelles à plus basse fréquence, il y en a même plus, voire éventuellement plus intéressantes, mais je sais ce que je suis capable de faire, et donc du coup, on va se limiter à 10 Hz. Donc on utilise un filtrage mécanique. Qu'est-ce que c'est un filtrage mécanique? C'est le fait que si je prends un objet, par exemple un ressort, un oscillateur comme ça, qui a une fréquence typique, vous voyez, d'à peu près 1 Hz, enfin c'est de cet ordre-là, si jamais je déplace mon ressort, enfin le haut de mon ressort à très basse fréquence, qu'est-ce qui se passe? La masse, elle suit gentiment ce que je fais. D'accord? Donc à basse fréquence, mouvement de cette masse égale mouvement de ce qui se passe en haut. Si jamais je fais ça à la fréquence de résonance, enfin bon là c'est presque trop facile, je bouge un tout petit peu, résonance. D'accord? Par contre, si jamais j'agite le haut du ressort à haute fréquence, d'accord, la masse du bas bouge dans cette direction-là plutôt moins que ce que je fais. D'accord? Alors, ce n'est pas très spectaculaire parce qu'en fait, donc ça c'est 1 Hz, c'est la fréquence typique, et j'ai quand même du mal à agiter ça de façon bien linéaire à fréquence beaucoup plus élevée, mais c'est l'idée. Donc ça veut dire que si je suspends mes miroirs à des ressorts, et si je passe 30 ou 40 ans à travailler sur l'expérience plutôt que 30 ou 40 minutes, je suis capable de faire une isolation comme ça, et cette isolation, je crois que je l'ai marqué là, elle me fait gagner un facteur f sur f0 carré. Donc si la fréquence de ce truc-là, fréquence pop, c'est 1 Hz, et que j'attends des ondes gravitationnelles à 10 Hz ou plus, je gagne au moins un facteur 10 au carré, donc un facteur 100. Mais ça marche que pour les mouvements comme ça. Or, les vibrations du sol, elles se font dans toutes les directions. Donc pour filtrer les autres directions, j'utilise cette fois un pendule. Alors pareil, hein, le pendule, j'ai utilisé du fil électrique comme fil, donc c'est pas incroyable. Mon pendule, donc, il a une fréquence, je sais pas, de l'ordre du Hertz toujours. Si jamais je déplace le haut du pendule très lentement, évidemment le pendule il suit gentiment. Si jamais je fais ça à la bonne fréquence, c'est pas très difficile de le faire pas mal bouger. Par contre, si jamais, je vais peut-être me mettre comme ça, si jamais je me déplace à plus haute fréquence, d'accord, le truc du bas, le miroir, d'accord, se déplace plutôt moins que ma main, d'accord. Et, bon là je ne ferai pas l'expérience parce que c'est vraiment pas très concluant, je peux envisager de coupler les deux. Normalement il y a un aimant qui fait que ça enclenche, voilà. Bon le problème c'est qu'évidemment le ressort là il est un peu mou, il commence à sentir la masse. Si je fais les deux, a priori je suis capable d'isoler à la fois dans cette direction-là et dans cette direction-là. Bon, je ne fais pas l'expérience, vous aurez le droit d'essayer si vous voulez, tout à l'heure. Alors, dans Virgo, on fait exactement la même chose, avec, dans le rôle du ressort, ces lames métalliques, d'accord, vous voyez les lames métalliques qui sont là, qui ont aussi des fréquences au centre desquelles est accrochée cette masse. Et puis dans le rôle du pendule, il y a un vrai pendule avec ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des fils qui à l'époque étaient métalliques, maintenant c'est des fibres de silice, d'accord, qui jouent le rôle du pendule. Alors le problème c'est que ça me fait gagner qu'un facteur 100. Et j'ai donc 2 ordres de grandeur. Et j'ai 12 ordres de grandeur à gagner. Donc qu'est-ce que je fais? J'en mets 6. Donc je gagne 2 ordres de grandeur. Qu'est-ce que je fais? J'en mets plein les uns à la suite des autres. Et donc le principe, donc si je reprends, c'est j'ai le sol qui vibre. Les vibrations du sol, elles montent dans la tour par les poteaux qu'on voit là. La masse du haut, elle vibre autant que le sol. Elle est connectée à un système à la fois ressort et pendule qui fait que la masse du bas ici, elle est atténuée d'un facteur 100. Cette masse-là, elle est connectée à une masse suivante, et on en met pas 6, on en met 7. Et donc en mettant 7, on a un facteur d'atténuation 10 puissance 14 entre la masse du haut ici et la masse du bas. Donc la conclusion, c'est que le miroir qui est ici, d'accord, s'il bouge, ce n'est pas les vibrations du sol. Alors le miroir en question, donc ça c'est un effet très important.
Le miroir en question, ce n'est pas du tout un miroir anodin, c'est un miroir vraiment exceptionnel. Donc là, vous avez une photo, alors je ne sais plus lequel c'est un des miroirs d'Advanced Virgo. Donc c'est un miroir qui fait, donc c'est de la silice très très pure, qui fait 35 cm de diamètre, 20 cm d'épaisseur, d'accord, ça pèse 42 kg, enfin, c'est un truc, ça coûte 1 million d'euros ou quelque chose comme ça. Au passage, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des petits fils de suspension là, parce qu'en plus, histoire de corser le tout, pour que ça marche bien, il faut suspendre à des fils très très fins, sans qu'ils cassent, ce qui est déjà arrivé. Et la surface est extrêmement plane. Là, vous avez une carte de la surface, donc vous voyez le code de couleur. Quand c'est jaune, c'est 0,2 nanomètres plus haut. Quand c'est cette espèce de bleu clair, là, c'est 0,2 nanomètres en dessous de la surface. Donc en gros, alors ce n'est pas ce miroir-là, c'est un autre. Sur 12 cm de diamètre, 13 cm de diamètre, vous avez des variations de hauteur de seulement quelques angstroms. D'accord ? Et après, ça c'est le substrat de silice, et après on met un traitement réfléchissant dessus. Et ça c'est fait à la fois pour Virgo et pour le projet américain. C'est fait à Villeurbanne dans un laboratoire du CNRS. Alors, donc le principe de l'interféromètre, ça c'est juste pour vous remontrer que c'est quand même une grosse machine très compliquée. Donc vous avez le laser, la lame semi-réfléchissante, les deux bras, et évidemment ce qu'il faut pour que ça marche, c'est parfaitement contrôler les longueurs. Parce que je vous rappelle qu'il faut faire en sorte que les interférences soient destructives en l'absence d'ondes gravitationnelles. Donc ça veut dire qu'il faut contrôler, il faut que cette longueur moins cette longueur fasse exactement un nombre précis de la longueur d'onde qui vaut 10-6. Et il faut non seulement bien le régler, mais en plus s'assurer que ça reste réglé au cours du temps. C'est pour ça qu'autour du Michelson standard, vous avez plein de systèmes de détection qui permettent, indépendamment du Michelson principal, de vérifier que ces miroirs ne bougent pas, et si jamais ils bougent, d'aller vite les remettre à la position souhaitée. Et pour illustrer ça, donc vous voyez, vous avez toutes les optiques, et pour tenir compte du fait qu'évidemment tout bouge, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fameux système de suspension à 7 étages, eh ben, je vais le mettre non seulement sur les miroirs principaux, alors vous voyez avec à la fois le pendule et puis le ressort, d'accord, qui fait que même si tout bouge, le miroir lui ne bouge pas. Et en fait, toutes les optiques vont être suspendues comme ça. Alors, selon le côté critique, certaines optiques c'est plus critique que d'autres. Donc elles ont droit aux 7 étages. Les optiques un peu moins critiques, bon, typiquement les optiques qui servent juste à s'assurer que tout fonctionne bien, elles ont des systèmes plus simples, d'accord. Mais absolument toutes les optiques sont sur des bancs suspendus dans le vide, d'accord, jusqu'au laser. Alors le laser c'est la pièce la moins critique, lui il est sur un système beaucoup plus simple, mais qu'il a franchi quand même notablement des vibrations. Donc le truc intéressant, c'est que vous allez voir, c'est quand tout va se mettre à bouger, tout bouge sauf les miroirs, vous voyez, tous les bancs optiques ne bougent pas. Alors donc je vous ai dit que tout ça c'était une très longue histoire, hein, puisque premier article d'Einstein en 1916, donc tout de suite il s'est rendu compte que c'était quand même des effets minuscules, donc la question se posait est-ce qu'il y a une chance que ça soit détecté et puis est-ce que ça a vraiment un impact sur quelque chose? Et en fait c'est plus compliqué que ça, il se posait même des questions, et d'autres gens avec lui, sur est-ce que ça existe vraiment les ondes gravitationnelles et que ce n'est pas juste un artefact de calcul. En 1936, il a soumis un article qui s'appelait « Les ondes gravitationnelles existent-elles » Alors on n'a plus l'article, mais il semble que la réponse qu'il donnait dedans était non. Et il se trouve que donc il a envoyé une revue, que la revue l'a fait suivre à quelqu'un qui a donné son avis et qui a dit à Einstein, qui a écrit à Einstein en disant à mon avis vous vous trompez. Et bon, Einstein ne l'a pas très bien pris. Et puis en fait il a quand même corrigé, il a resoumis l'article en donnant la réponse positive. Bon. Donc finalement, en 1950, il a fallu attendre 1957 pour que les physiciens se mettent d'accord sur le fait que les ondes gravitationnelles existent. Donc ça fait quand même 40 ans, Einstein était mort depuis. Et donc depuis les années 60, maintenant qu'on est sûr que ça existe, on peut envisager de les détecter. Donc les gens commencent à réfléchir, et le projet des interféromètres dont je vous parle, ça date des années 70. Donc depuis les années 70, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc les deux projets, ils ont été financés notamment par le CNRS en 1994. Il a fallu les construire, ça a pris quand même à peu près 10 ans. Et il y a une première phase de prise de données entre 2005 et 2011.
qui n'a rien donné. Enfin, qui a donné plein de choses intéressantes, mais qui n'a pas détecté les ondes gravitationnelles. Mais bon, on ne s'attendait pas tellement à les détecter parce qu'à l'époque, on n'avait pas une sensibilité très très bonne. Donc ensuite, pendant 5 ans, il y a eu de grands travaux d'amélioration. Et le 12 septembre 2015, LIGO, donc les deux interféromètres, oui, je n'ai pas précisé, les Américains font toujours un peu mieux que les autres. Non seulement ils ont des interféromètres de 4 km au lieu de 3, mais ils en ont 2. Ils ont commencé à prendre des données le 12 septembre 2015, un peu avant Virgo. Alors sachant que, bon, même si Virgo ne fonctionnait pas, comme vous allez voir, c'est très utile d'avoir 3 interféromètres, on partage les données avec eux. Enfin là, en l'occurrence, c'est plutôt eux qui ont partagé les données avec nous. Donc ils ont commencé à prendre des données le 12 septembre, parce qu'ils étaient prêts. Et c'est intéressant parce qu'un mois avant, ce qui avait été prévu, c'est qu'ils commencent le 19 septembre. Et bon, mais ils étaient prêts le 12, donc ils ont commencé. Et ça s'est avéré fort intéressant, parce qu'en fait, le 14 septembre, voilà, le 14 septembre, ils ont détecté un signal. Alors, le signal qui a été entendu à 9h, donc en gros un peu avant midi, heure française, c'est ça. Alors, bon, je peux parler en même temps parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc ça, c'était à Hanford, donc dans l'ouest des États-Unis. Et en même temps, en Louisiane, ils ont entendu ça. Et en fait, ce qu'on entend là, c'est un son qui est à 500 Hz. Et qu'est-ce que c'est? C'est bête, mais c'est tout simplement les modes de vibration des fils de suspension. Ouais, mes fils de suspension, qui sont là, enfin pas ceux-là, mais les vrais, ben ça ressemble à une corde de guitare tendue, et une corde de guitare, ça vibre. Et ça vibre notamment à 500 Hz. Donc ce qu'on entend là, c'est les 500 Hz des fils de vibration. Alors on se dit, ben, c'est quand même bête, on a fait ça pour enlever du bruit, et puis on en rajoute un. Bon. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se débarrasser de ce bruit. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, imaginez donc les fréquences des ondes gravitationnelles qu'on détecte sur Terre, c'est entre 10 Hz et 10 kHz. Donc ça colle à peu près avec le spectre audio qu'on entend. Donc ça ressemble beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je le joue sur un haut-parleur. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est quand vous avez joué une piste audio, si vous voulez améliorer un peu le rendu du son, vous pouvez jouer sur les aigus et les graves sur un equalizer. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore sur les chaînes, enfin de mon temps, ça se faisait sur les chaînes IFI. Donc ça, c'est les fréquences audio, entre 10 Hz et 10 kHz. Et puis, on peut régler un peu le genre de truc. Bon, honnêtement, moi, j'avais ça sur ma chaîne, je n'ai jamais utilisé. Et comme je suis un peu maniaque, j'avais tendance à bien les aligner sans rien faire d'autre. Mais l'intérêt, c'est que dans l'interféromètre, on avait de l'excès de bruit. Bon, bah, très bien. L'excès de bruit, c'est quoi? Imaginez que vous avez un copain qui fait un enregistrement d'un son aigu. Avec un violon, il fait des petits sons très aigus. Et bêtement, il fait ça à côté d'un gars qui fait du marteau-piqueur. Il vous envoie le fichier audio. Vous voulez l'écouter. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous pouvez, grâce à ça, couper les basses et monter les aigus. Et vous avez une chance d'entendre ce qu'il fait. Et ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les interféromètres, à l'époque, ils ne marchaient pas encore très bien. Donc, ils avaient beaucoup d'excès de bruit. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'excès de bruit à basse fréquence et à haute fréquence? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on baisse les hautes fréquences, les aigus. On baisse les plus basses fréquences, les graves. OK. Après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, j'ai quand même de l'excès de bruit, j'ai mes fameux 500 Hz qui sont là, donc je les enlève. Et comme c'est une résonance, c'est un bruit très aigu, je le baisse encore plus. Et puis, bah, mon système, il est quand même branché sur, évidemment, il y a le circuit électrique, donc il est branché, donc il y a du bruit à 50 Hz. 60 aux États-Unis, mais là, j'ai gardé les notations. Donc je baisse le 50 Hz. Donc je vous rassure, il reste quand même des choses. Il reste ces fréquences-là, et ces fréquences-là, on va les garder, et donc on les monte au maximum. Donc si on fait ça sur le bruit, enfin, pardon, sur le signal bruité que je vous ai joué là, voilà ce qu'on obtient. Alors là non plus, vous n'avez rien entendu, mais c'est normal aussi. Mais ça, j'y peux rien, c'est vos oreilles. Enfin, c'est les miennes aussi. C'est simplement le fait qu'il y a un signal là-dedans. Et si on ne l'entend pas, c'est juste parce que nos oreilles ne sont pas super adaptées à ces fréquences-là. Donc pour que vous l'entendiez, enfin j'espère, je prends le même signal, filtré comme ça, et je le décale de 400 Hz. Donc vous allez entendre le même signal en plus aigu. Bon, il y a quelqu'un qui a toussé au moment critique, alors je recommence.
Enfin, je sais pas, moi j'ai entendu un truc. C'est bon? Tout le monde a entendu un espèce de qui passe. Donc ça, c'est une onde gravitationnelle. Alors si on regarde non pas sur une chaîne IFI, mais sur un oscilloscope, voilà ce qu'on observe au cours du temps. Donc ça, c'est le signal détecté en Louisiane. Et ça, c'est le signal détecté à l'autre bout des États-Unis. Et si on regarde bien, les deux signaux se superposent parfaitement. Non, mais ça c'est normal, il n'y a pas de raison a priori que les signaux soient arrivés en même temps. Je décale un peu, et là par contre ça marche très bien. Donc la conclusion, c'est que j'ai bien eu 2 fois le même signal à 7 millisecondes d'intervalle. Et ça, c'est pas absurde parce que les deux interféromètres, ils sont séparés de 3000 km. 3000 km, la lumière, elle met 10 millisecondes à faire ça. Donc tout délai inférieur à 10 millisecondes est compatible avec le fait que c'est juste que la source, elle est plus proche de cet interféromètre-là que de celui-là. Et puis une autre signature intéressante, c'est que je vous ai dit que les ondes gravitationnelles avaient des signes opposés dans 2 directions perpendiculaires. Donc si vous mettez les 2 interféromètres comme ça, vous trouvez le même signal. Mais si vous les mettez comme ça, ce qui était le cas ici, vous trouvez des signaux avec des signes opposés. D'accord ? Et donc en pratique, alors je ne sais pas si c'est la rouge ou la bleue, mais il y a une des 2 courbes qui a été inversée pour pouvoir bien se superposer. Donc ça, c'est un signal. Alors pourquoi on sait que c'est un signal non gravitationnel ? Parce que ça colle parfaitement avec la théorie. Le signal donc prévu par la théorie, c'est ça. D'accord ? Donc comment ça s'interprète ? Alors, il faut savoir qu'en analysant ce signal, en fait, on peut remonter à tous les paramètres du système, notamment les masses des objets, leur distance, etc. Donc, comment on interprète ça ? Eh bien, on interprète ça par le fait qu'il y avait 2 trous noirs, un de 29 et l'autre de 36 masses solaires, qui étaient en orbite. D'accord ? En orbitant, ils émettent des ondes gravitationnelles. Comme ils émettent des ondes gravitationnelles qui emportent de l'énergie, ils perdent de l'énergie. Comme ils perdent de l'énergie, un système en interaction gravitationnelle qui perd de l'énergie, ça se rapproche. Donc du coup, ça se rapproche et la fréquence augmente. Donc c'est exactement ce qu'on voit. La fréquence augmente, et puis à un moment, ils sont tellement proches qu'ils finissent par se toucher. Donc ce n'est pas des gros objets, c'est des trous noirs qui font, je crois, 150 km de diamètre pour 36 masses solaires. Mais quand ils sont à moins de 300 km, ils finissent par se toucher. Et quand ils se touchent, ils fusionnent, et puis ça ne fait plus qu'un seul trou noir. Donc vous voyez que le H qu'on mesure au maximum, c'est 10-21. Donc ça veut dire que les miroirs ont bougé au maximum de 4 10-18 mètres, puisque c'était 4 km l'interféromètre. Et comme on est capable de trouver les masses à travers la loi d'évolution de cette fréquence, ça c'est l'équation qui vous donne, vous voyez le F point, c'est la dérivée de la fréquence en fonction du temps, en fonction de la fréquence et des caractéristiques du système. Ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était pas présenté comme ça, mais c'était une équation qui était dans le concours d'entrée de l'ENS il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais enfin, c'est trouvable. Donc, comme on connaît déjà les masses à partir de l'analyse de la courbe, et comme on connaît le H, on peut en déduire la distance. Et la distance, c'est quoi ? C'est 450 mégaparsec. 450 mégaparsec, ça fait 1,3 milliard d'années-lumière. Donc ça veut dire que tout ça s'est déroulé 1,3 milliard d'années-lumière avant le 14 septembre 2015. D'accord ? Ce qui est beaucoup mieux que 1,3 milliard d'années-lumière avant le 10 septembre 2015, auquel cas on ne l'aurait pas détecté, puisque les interféromètres n'étaient pas allumés. Ce qui est amusant aussi, c'est que ces trous noirs, on les détecte à travers un signal qui dure 0,2 secondes. Oui, il n'y a plus l'échelle là, mais c'est 0,2 secondes, alors qu'ils ont probablement orbité l'un autour de l'autre pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Et dernière chose, on a aussi la masse du trou noir final, c'est 62 masses solaires. 62, c'est un peu moins que 29 plus 36. Les 3 masses solaires, c'est toute l'énergie qui a été émise sous forme d'ondes gravitationnelles au cours du temps. Alors, la théorie comme ça, c'est pas du tout Einstein qui l'a sortie, c'est des calculs qui ont été faits seulement très récemment, et des calculs, vous allez voir, un petit peu compliqués. Donc ça s'appelle développement post-newtonien, donc c'est un grand mot pour dire qu'en gros c'est essentiellement on prend les équations de la physique et on fait des développements limités, ça normalement vous savez ce que c'est, en fonction de V sur C au carré. Et donc à l'époque, vous voyez que ça date des années 2000, il y avait un élève de l'ENS qui devait faire un stage à l'étranger et qui était assez motivé par ce genre de truc. Je l'avais envoyé faire ce stage donc, là-bas, et il est revenu avec un rapport de stage où il y avait des équations comme ça. Là. Donc ça c'est à l'ordre 0, bon alors c'est des unités un peu bizarres, mais enfin vous voyez que c'est en gros c'est un demi de MV2 moins l'énergie potentielle newtonienne. Ensuite, le terme suivant est déjà un peu plus compliqué. Le terme suivant, il commence à devenir pénible, mais c'est juste des développements limités. C'est pas... Et le terme vraiment suivant, je crois qu'il faut faire un peu de place dans le tableau. Et voilà.
Mais bon, il était content. Hein. Il y a des gens qui aiment bien faire des développements limités, donc Alors, là, je vous montre une simulation qui a été faite a posteriori. Donc, c'est des simulations qui ont été faites en mettant les paramètres détectés. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas, c'est original. Si, ça... Ah, c'est original, ça a changé de couleur. Attendez, c'est bon. Donc là, vous avez les deux trous noirs qui orbitent gentiment l'un autour de l'autre. Bon, gentiment, c'est une façon de parler parce qu'ils vont quand même... Donc c'est 30 fois la masse du Soleil à la moitié de la vitesse de la lumière. Ils se rapprochent, d'accord? Vous avez les ondes violettes, là, c'est les ondes gravitationnelles qui sont émises et qui partent vers... et puis qui arriveront dans 1,3 milliard d'années sur Terre. Et vous avez les puits de potentiel gravitationnel avec deux trous noirs. Et puis il y a un moment où le truc s'emballe, le film va ralentir pour qu'on apprécie pleinement le truc. Et il y a un moment où ils vont être au contact. Et à ce moment-là, ils vont devenir un seul trou noir. Voilà, juste là, paf, là il y a un grand pic d'onde gravitationnelle. Vous voyez qu'il y a des couleurs assez violentes qui partent vers l'infini. Et puis ça redevient un seul trou noir. Et un seul trou noir, pour le coup, ça n'émet pas d'onde gravitationnelle. Donc du coup, les ondes gravitationnelles, elles partent, et dans 1,3 milliard d'années, elles arriveront chez nous. Et puis le trou noir, il reste tout seul dans son coin, sans émettre d'onde gravitationnelle. Voilà. Et donc si vous prenez la section de ce truc-là, c'est la forme de l'onde gravitationnelle. Alors, quelques chiffres pour résumer. Alors cet événement, il s'appelle GW 150914. 15, c'est l'année, 09, c'est septembre, et 14, c'est le 14. Donc le chiffre, la puissance rayonnée au moment de la fusion. Alors en plus, c'était dans des unités d'astronomes donc, que je ne connaissais pas. Donc au début, j'avais un peu de mal. Alors j'ai converti en watts, donc c'est 4 10 puissance 49 watts. Alors c'est tellement énorme, ça vous dit rien. Moi non plus, ça ne me disait rien. Donc j'ai commencé à... Donc je démarre avec le four micro-ondes, c'est 1000 watts, ça c'est facile. Une centrale nucléaire, c'est 10 puissance 9 watts. Le Soleil, c'est 4 10 puissance 26 watts. Et ce qui est marrant, c'est que si vous regardez bien, il y a 23 ordres de grandeur entre le four micro-ondes et le Soleil. Et il y a 23 ordres de grandeur entre le Soleil et la source d'onde gravitationnelle. Donc, c'est l'événement astrophysique le plus violent qu'on ait détecté à l'époque. Alors, ça a quand même duré pas longtemps, mais une telle puissance, même pendant vraiment pas longtemps, ça fait quand même 3 masses solaires, d'accord? Et donc, c'est l'équivalent de, qu'est-ce que j'ai mis, l'énergie rayonnée par toute notre galaxie en 500 ans. Ou 10 000 fois ce que le Soleil a rayonné depuis sa création. Bon, bref. Voilà, donc c'est l'événement astrophysique le plus violent jamais détecté, avec le signal le plus petit qu'on ait réussi à détecter. Alors, je regarde juste combien de temps il me reste, parce que... Bon. Donc ça, c'est la première détection d'ondes gravitationnelles, donc il y a eu beaucoup d'impact. Et puis après, les détecteurs américains, ils ont arrêté de fonctionner pour faire des améliorations. Et quand ils ont repris en début 2017, Virgo, le détecteur franco-italien, a fonctionné avec eux. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quasiment juste après avoir commencé à fonctionner avec eux, on a détecté un événement qui, du point de vue de l'astrophysique, et je ne sais pas s'il est plus intéressant ou moins intéressant, mais il est au moins aussi il est assez spectaculaire, même s'il est différent. Et en plus, on a apporté quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que... vous allez voir. Alors, donc le 17 août 2017, à midi 40, donc 14h41 heure de Paris, un télescope spatial qui s'appelle Fermi, qui détecte des rayonnements gamma, a envoyé un signal automatique en disant « j'ai eu une bouffée, un sursaut gamma ». Donc qu'est-ce que c'est un sursaut gamma? C'est, vous voyez, un excès d'énergie, de photons gamma, compté en fonction du temps. Vous voyez qu'en moyenne, il en compte à peu près 800 ou 900. Et puis là, pendant une seconde, et c'est ça qui est intéressant, qu'il en a compté beaucoup pendant très peu de temps. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ces sursauts gamma, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, observé depuis longtemps. Et on pense que, notamment les cours comme ça, ils sont reliés à des fusions d'étoiles à neutrons. Donc deux étoiles à neutrons qui font plus ou moins ce que les trous noirs qu'on vient de voir font. Et la limite de ça, c'est que, on voit ça, et puis on ne peut pas tellement localiser la source, donc on ne peut pas faire grand-chose. L'intérêt, c'est que les interféromètres gravitationnels, d'abord, si jamais ils détectent la même fusion d'étoiles à neutrons, d'abord, ils sont capables de confirmer que c'est des étoiles à neutrons, parce qu'en analysant le signal, de la même façon qu'on est capable de dire que c'était des trous noirs, là on peut dire que c'est des étoiles à neutrons, et puis ils vont permettre de localiser la source. Alors comment ça marche? Alors, donc ça c'était à 12h41, vous voyez que c'est marqué ici, à 12h41 et 20 secondes, il a dit qu'il y avait eu ce sursaut gamma à 12h41 et 6 secondes. Ok, parce que...
Donc tout de suite, le signal a été transmis, et à 12h47, les interféromètres ont dit, nous aussi, on a vu un signal qui est non gravitationnel, qui colle avec une fusion de 2 étoiles à neutrons. Alors le signal, là, vous voyez, ça c'est un code couleur qui vous donne la fréquence en fonction du temps. Donc vous voyez bien le côté fréquence qui augmente juste avant la fusion. Donc ça c'était à Livingstone, là c'était à Hanford, bon on voit moins bien, mais en fait c'est un signal qu'on voit assez bien. Là, Virgo représenté comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Là vous avez la courbe en fonction du temps. Donc la vraie courbe c'est la courbe rose, là, hein. Donc vous voyez que c'est très bruité. Donc le signal dans Virgo était très faible, mais pour une bonne raison. Alors, comment est-ce qu'on fait pour localiser la source maintenant? Je vous ai dit que les 2 interféromètres, là je vous ai mis les 2 américains, ils sont séparés de 3000 km, donc 10 millisecondes. Donc si jamais on détecte le signal en même temps dans les deux, ça veut dire que la source elle est dans le plan médiateur. Si jamais le signal il arrive dans un détecteur plutôt que l'autre, d'accord, en faisant un développement limité, en D sur R, vous pouvez facilement montrer que ça vous donne le sinus de l'angle sur laquelle se trouve la source. Je rappelle quand même que D, c'est 3000 km et R, c'est plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années-lumière, donc le développement limité marche bien. Donc ça, c'est 4 millisecondes, 7 millisecondes. Et si on arrive à 10 millisecondes, par exemple, si le signal arrive 10 millisecondes plus tôt à Livingstone par rapport à Hanford, ça veut dire que la source, elle est directement ici. Donc si j'applique ça sur le ciel, d'accord, comparaison des temps d'arrivée à Hanford et à Livingstone, je trouve ce cône-là, ça me fait un anneau dans le ciel. Après, je regarde ce que fait Virgo. Ce que fait Virgo, ça me donne ça. Et donc l'intersection, je sais que ma source, elle est quelque part par là. Bon, et le troisième temps d'arrivée, ça donne rien de plus. Donc, a priori, la source, elle est là ou là. Et en fait, j'en sais un peu plus que ça, parce que autant les 2 interféromètres américains, ils sont comme ça. Alors, ils sont légèrement comme ça, parce qu'à cause de la courbure de la Terre, mais Virgo est nettement plus loin, et Virgo n'est pas du tout dans le même plan. D'accord? Et comme Virgo n'est pas dans le même plan, et que l'inclinaison de la source joue sur l'amplitude ressentie, on peut utiliser cette information et dire, voilà, le signal, il était là. Et au final, on se retrouve avec une zone dans le ciel à explorer qui fait 30 degrés carrés, alors que sans Virgo, il aurait fallu explorer 600 degrés carrés, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Alors ramener, ça c'était une vue du ciel, ramener sur le globe terrestre, c'est-à-dire que la source, elle était entre l'Afrique et Madagascar. Enfin, ça veut dire que si vous êtes au centre de la Terre, c'est un peu hypothétique, mais la direction de la source est entre l'Afrique et Madagascar. Et alors pourquoi le signal dans Virgo était faible? Tout simplement parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est le diagramme d'antenne de Virgo, c'est-à-dire c'est en code couleur rouge, c'est les zones où il voit très bien les ondes gravitationnelles, et bleu, les zones où il les voit très mal. Donc où est-ce qu'il les voit très bien? Quand la source, elle arrive perpendiculaire à Pise, où est le détecteur, ou quand elle arrive par les antipodes, là, la Nouvelle-Zélande. Et puis il y a des zones où on voit moins bien, et cette zone-là notamment, vous voyez qu'ici, là où était la source de l'onde gravitationnelle, effectivement, Virgo voyait très mal. Mais le fait d'avoir un signal très faible dans Virgo, pour le coup, ça nous a dit que c'était forcément une zone bleue de cette couleur-là, et ça a extrêmement aidé à la localisation de la source. Donc, les astronomes, et moi aussi je vais me dépêcher, sont dépêchés de localiser la source. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'observer la fusion d'étoiles à neutrons, non seulement sur les rayonnements gamma, mais aussi dans le domaine optique. Et donc, à partir des informations qu'on a, ils ont été capables de... Donc, oui, je précise. Donc, ça, c'est le ciel. On donne la direction et on donne une distance. Et donc, ça définit un volume dans l'univers. Et dans ce volume de l'univers, il y a 50 galaxies. Donc, 50 galaxies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le plus vite qu'ils ont pu, ils ont regardé vite ces 50 galaxies. Alors, ils ont dû attendre, comme c'est dans l'hémisphère sud, il fallait attendre qu'il fasse nuit. Enfin, je vous passe les complications. Mais un certain nombre de détecteurs, notamment SWAP, qui est un télescope au Chili, a observé, vous voyez, cette étoile-là, qu'on ne voit pas sur la même photo prise 3 semaines avant, 10,86 heures après le top départ du sursaut gamma. Et en fait, le premier à l'avoir détecté n'a même pas eu le temps de le dire que déjà 5 autres équipes avaient détecté. Vous voyez, bon, en pratique, il y a 0,22 heures entre les deux. Bon, c'est 12 minutes, hein, ça se joue vraiment. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de confirmer, en gros, bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais tout s'est passé comme prévu. C'est-à-dire qu'en observant cette étoile, on a observé que dans le domaine optique, son intensité a commencé à augmenter avant de décroître très très vite. Vous voyez, en seulement 4 jours,
sa luminosité est passée de 200 millions de fois le Soleil à peut-être 10 fois le Soleil. Et ça colle parfaitement. Là, vous avez aussi le fait que la couleur a changé au cours du temps. 17 août, 21 août. Et tout ça, ça colle parfaitement avec le modèle. Donc ça veut dire que ça a confirmé tout ce qu'on pensait des fusions d'étoiles à neutrons. Alors, ça ne fait pas que de la lumière dans le domaine visible. Vous voyez que 3 semaines après, on ne voit plus rien ici au centre de la mire dans le domaine optique, et on voit toujours de la lumière infrarouge, des UV, des ondes radio. Et tout ça, tout ce qui a été fait, a parfaitement collé avec les modèles théoriques. Alors, le bilan de tout ça, d'un point de vue astrophysique, donc c'est le bilan du premier événement GW 150914. Alors j'ai mis et autres fusions de binaires de trous noirs, parce que depuis on a détecté 9 autres. Ça a été la première fois qu'on a détecté directement une onde gravitationnelle. C'était la première fois qu'on voyait, alors après il y a des astrophysiciens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qu'on observait directement un signal qu'on arrive à relier qu'à un trou noir, et en l'occurrence même à 2 trous noirs, qui donnent naissance à un 3e trou noir. On a aussi pu tester la relativité générale, puisque la relativité générale, c'est elle qui nous permet de calculer, en faisant les développements limités que je vous ai montrés, la forme de l'onde. Et on a observé que la forme de l'onde observée collait parfaitement, autant qu'on puisse le dire, avec ce qui était calculé. Ça a permis aussi de mesurer, on a vérifié que les ondes gravitationnelles, elles se déplaçaient à la vitesse de la lumière à toutes les fréquences. Donc ça correspond à une mesure de la masse du graviton. Alors que l'autre événement, la fusion d'étoiles à neutrons, donc GW 170817, ça a permis de confirmer que les sursauts gamma courts, au moins certains, étaient liés à des fusions d'étoiles à neutrons. Ça fait 40 ans que je crois que c'était prédit et ça n'avait jamais été vérifié. Ça a permis de confirmer le modèle, en gros, on a confirmé que tout se passait comme prévu. Ça permet aussi d'expliquer d'où viennent les éléments lourds, parce que vous savez que dans les étoiles, c'est dans les étoiles que sont fusionnés les éléments de base, genre l'hélium, le lithium ou des choses comme ça. Et en fait, les pistes qu'il y a pour la fusion des éléments plus lourds, c'est des fusions d'étoiles à neutrons. Et dans l'observation optique, on a pu caractériser les raies de ces éléments, donc ça colle parfaitement. Ça a permis aussi de confirmer que les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière, puisque les ondes gravitationnelles sont arrivées sur Terre, en gros, à 1 seconde d'intervalle avec le sursaut gamma, d'accord ? Alors que tout ça s'est déroulé il y a, je ne sais même plus, 40 ou plus de 100 millions d'années. Donc vous voyez, un retard d'1 seconde sur 100 millions d'années, ça veut dire que les deux vont à la même vitesse à 10-16 près. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, je vous parle beaucoup de la relativité générale, mais il y a plein de théories alternatives à la relativité générale. Et en fait, le fait que les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière, ça a permis instantanément d'en éliminer la moitié. Il y avait au moins la moitié de ces théories qui prévoyaient que les ondes gravitationnelles allaient à une vitesse différente. Et puis, bon, je passe, on peut aussi mesurer la constante de Hubble, quelque chose qui vous permet d'évaluer comment l'univers est en expansion. Alors, je termine juste avec le bilan. Donc, je vous ai dit qu'on avait détecté en tout 10 fois des fusions de trous noirs. Et pourquoi je reviens dessus? Parce que 10 fusions de trous noirs et une seule fusion d'étoiles à neutrons, c'est vraiment étonnant, parce qu'avant qu'on détecte, on pensait vraiment détecter plus souvent des fusions d'étoiles à neutrons que des trous noirs. Et donc, le taux de fusion de binaires de trous noirs dans l'univers, bon, le chiffre ne vous dit rien, mais c'est entre 10 et 100. Mais avant les détections, c'était plutôt estimé entre 1 et 5. Donc c'est vraiment significativement plus grand que ce à quoi on s'attendait. Alors pourquoi alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut essayer d'expliquer ce chiffre par le scénario de ces fusions de trous noirs. La question c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de binaires de trous noirs parce que il y a plus de trous noirs qu'on pensait dans l'univers. Donc ça, c'est le scénario standard. Vous avez 2 trous noirs qui se forment, et puis à un moment, ils se rapprochent, et puis ils rentrent en interaction, ils tournent, et puis ils fusionnent. Ça, c'est la première explication. Donc si c'est ce scénario-là, si on a plus de binaires, c'est qu'il y a plus de trous noirs en général. Ou alors, autre possibilité, c'est le fait que les trous noirs ont tendance à être créés par paires. Et le scénario, c'est quoi? C'est 2 étoiles qui sont déjà dans un système binaire, et qui, tout en orbitant dans leur système binaire, en fait, s'effondrent sur elles-mêmes pour créer 2 trous noirs. Et du coup, les trous noirs sont créés par paires. Et du coup, on a besoin de, forcément, si à chaque fois qu'ils sont créés par paires, il y a plus de chances que ça fasse des binaires de trous noirs. Voilà, donc la conclusion finale, c'est que les ondes gravitationnelles, c'est
une nouvelle fenêtre sur l'univers. Donc là, je vous ai mis une photo du ciel vue dans différentes gammes de longueur d'onde. Vous savez, alors, il y a des gens plus qualifiés que moi ici pour parler de ça, mais à chaque fois qu'on a observé le ciel dans un domaine de longueur d'onde différent, on a observé des phénomènes différents, on a compris des choses différentes. Ça se voit parce qu'indépendamment des couleurs, vous voyez clairement les structures sur les différentes images ne sont pas les mêmes. Ben là, ce qui est intéressant, c'est que les ondes gravitationnelles, ça donne, c'est pas une nouvelle gamme de longueur d'onde du rayonnement électromagnétique, c'est carrément un signal qui n'a rien à voir. Et donc il y a des sources qui émettent des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques, donc on apprend des choses complémentaires, c'est très bien. Il y a des sources, comme les trous noirs, qui émettent essentiellement des ondes électromagnétiques et pas de lumière, donc ça permet d'étudier les trous noirs de façon plus directe que ce qu'on faisait, qu'on fait indépendamment de ça. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, donc juste pour finir, je voulais vous dire qu'au mois d'avril et mai, donc ça commence sauf erreur le 1er avril, et ça se termine, je crois, le 1er ou le 2 juin, enfin c'est un dimanche, il y aura au Palais de la Découverte une exposition faite par les chercheurs de Virgo, dont moi. Donc c'est à la fois une exposition que vous pouvez visiter, vous y allez n'importe quand, l'exposition y sera. Et puis les mercredis et les week-ends, il y aura des conférences. Bon, vous venez d'en avoir une, alors je ne sais pas si ça vaut le coup d'en avoir une de plus, mais il y aura des expériences. Et puis vous pourrez aussi, typiquement, essayer ce genre d'expérience ou tester un Michelson pour voir comment on peut espérer détecter ce genre de signaux. Et sinon, si vous voulez lire des articles là-dessus, il y en a au moins 2 qui sont très bien et qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Société française de physique. C'est Reflets de la physique, c'est la revue de la Société française de physique. Le numéro 52, donc, est paru en 2017, sur sfpnet.fr. Vous pouvez les télécharger gratuitement et ils sont vraiment très bien. Et si vraiment le sujet vous intéresse, il faut savoir que toutes les données des interférométres gravitationnels sont mises en ligne de façon à ce que tout le monde puisse travailler dessus. Alors, elles ne sont pas mises en ligne en direct, hein. Il y a un délai, typiquement 1 an, enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, tous les signaux que je vous ai montrés là, ils sont disponibles sur ce site ici, la gw-openscience.org. Vous avez les données, les scripts en Python, normalement, vous savez utiliser ça, et même des tutoriels. Il paraît que vous êtes de la génération des tutoriels, alors ils ne sont pas vidéo, mais ils sont quand même... pour vous expliquer comment filtrer le signal, enfin, typiquement ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, prendre le signal bruité où on n'entend rien et réussir à sortir les ondes gravitationnelles de ça. Si ça vous intéresse, pour des TIPE ou juste pour faire du Python, vous êtes les bienvenus. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va passer aux questions maintenant. Je pense que sur un sujet comme ceci, vous avez plein de questions. Alors, il faut bien poser les questions en utilisant le micro, de façon à ce que dans la vidéo, ensuite, après, on vous entende. Qui est-ce qui veut poser la première question? Voilà. Merci. En fait, j'avais une question. Vous avez dit donc, que les ondes gravitationnelles, c'est une déformation de l'espace. Ouais. Et donc, comment vous faites pour mesurer une déformation de l'espace et pas que votre repère, la règle que vous utilisez pour mesurer la déformation soit elle-même déformée, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le... Oui, alors c'est pour ça que c'est toute la... Je vous ai dit qu'il y avait eu des polémiques pendant 40 ans sur est-ce que les ondes gravitationnelles existent ou pas, et c'était un peu basé là-dessus. Alors la réponse simple, enfin la réponse en l'occurrence n'existe pas, voilà, la réponse simple n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est combiner de la lumière avec des masses, d'accord? Parce qu'en fait, les transformations des mouvements, la façon dont les deux se transforment lorsque l'espace-temps est modifié, sont un peu différentes, et c'est uniquement en combinant un appareil de mesure qui fait les deux qu'on peut envisager de mesurer ça, d'accord? Et en gros, comment je dirais ça? Enfin, pour vous donner une idée, il y a plusieurs façons de faire le calcul. Les intermédiaires de calcul sont différents, mais à chaque fois que vous faites le calcul, quand vous comparez vraiment les temps d'arrivée de la lumière dans un bras puis dans l'autre, vous arrivez toujours à la même conclusion, donc qui marche bien, enfin, qui marche. Mais enfin, voilà. Mais c'est un sujet assez, enfin, qui a été assez polémique et où il n'y a pas de réponse
comme ça, là, en 2 lignes, quoi. Enfin, je ne saurais pas. Enfin, on peut en parler éventuellement tout à l'heure, mais... Bonsoir. C'est peut-être un détail technique, mais lorsque vous avez décrit le fonctionnement du détecteur d'ondes gravitationnelles, il y avait marqué que vous faisiez du vide dans les tuyaux. Je voulais savoir pourquoi on faisait du vide. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que, vous vous souvenez, je vous ai dit, enfin, on a entendu les bruits de vibration de ces fils. D'accord ? Ce qu'il faut voir, c'est que ces fils, s'ils ne sont pas dans le vide, d'accord, ils ont leur mouvement est amorti par l'air. D'accord ? Et la conclusion de ça, c'est qu'au lieu de faire un 500 Hz très très propre, très très piqué à 500 Hz, c'est 500 Hz sur une bande de fréquence un peu plus grande. D'accord ? Et donc ça veut dire que quand on fait le filtrage pour enlever ces 500 Hz qui nous embêtent, on est obligé de faire un filtrage sur une bande plus grande et donc on perd une bande plus importante que si on a vraiment quelque chose de... Donc ça, c'est une des raisons. Et une autre raison, c'est que le faisceau laser, donc il fait 3 km de long, et alors je ne l'ai pas dit, mais il fait typiquement 5 cm de taille. Donc il définit en fait un volume, enfin le volume du faisceau laser, et le faisceau laser, il est sensible aux atomes qu'il y a dans le faisceau laser. Ces atomes, enfin, à travers l'indice optique, ils font un déphasage aussi. Et le problème, ce n'est pas le déphasage moyen, le problème, c'est les fluctuations. Ce volume, il y a des atomes qui y rentrent, il y a des atomes qui en sortent, ce qui fait que l'indice moyen de cet objet varie au cours du temps. Et donc, du coup, comme ce qu'on mesure, c'est un déphasage, moi, j'ai écrit 2π sur lambda fois je ne sais pas quoi. En fait, c'est 2π sur lambda fois l'indice optique. Et du coup, si jamais on n'est pas dans le vide, cet indice optique, il fluctue au cours du temps et il crée un déphasage qui fait un bruit supplémentaire dans la mesure. Bonjour, enfin bonsoir. Ma question va peut-être vous sembler un peu stupide, mais j'aimerais bien savoir comment Einstein s'est posé la question enfin, des ondes gravitationnelles, vu qu'il y a eu débat, si oui ou non elles ont existé. Ouais. J'aimerais bien savoir, avoir plus de détails dessus. Alors, c'est pas une question stupide. Alors, je ne suis pas sûr de donner la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que quand il a écrit les équations de la relativité, une fois qu'il a écrit les équations, il fallait être capable de trouver des solutions. En fait, surtout à l'époque, il y avait... Enfin, je suis en train de réfléchir. Je pense que quand il a sorti les équations des ondes gravitationnelles, personne n'avait encore résolu ces équations pour aucun système. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait pour résoudre ça ? Il se place dans des cas particuliers. Et le premier cas particulier, c'est en fait dire que, en gros, la perturbation de l'espace-temps, c'est, on ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est très petit devant 1. Et si c'est très petit devant 1, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais comme développement limité dans mes équations ? Et en faisant ça, il est arrivé au fait que le h qu'il calculait se déplaçait, avait une équation d'onde. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé... D'accord ? Enfin, bon, je n'étais pas là, mais je pense que le cheminement, c'est un peu ça. Je suis arrivé aux équations, j'essaye de résoudre dans des cas simples, et le premier cas en physique simple, c'est de dire j'ai quelque chose qui est perturbé, mais qui est très petit par rapport à 1, et je regarde ce qui se passe. On fait comment pour compter les photons ? On fait alors ça, c'est pas le plus dur. Enfin, il y a un appareil qui s'appelle une photodiode. Enfin, un appareil, il y en a plein, des dispositifs. Après, ça dépend combien on veut compter de photons par seconde, à quelle longueur d'onde. Selon la longueur d'onde des photons et selon le flux qu'on veut mesurer, il y a différents appareils. Pour Virgo, c'est une photodiode. D'accord ? Donc, c'est un composant qui utilise des semi-conducteurs, où en gros, la lumière, en arrivant, crée des électrons qui sont captés par le système. Voilà. Alors après, ce qu'il faut, il y a de l'électronique derrière pour extraire le signal, et l'essentiel des développements, c'est sur l'électronique derrière, pour qu'elle soit suffisamment sensible pour mesurer ce qu'on veut. Bonjour, ma question c'est, étant donné que les ondes gravitationnelles ont été détectées plus ou moins 1 milliseconde avant des ondes gamma, est-ce qu'on peut dire qu'ils se déplacent plus vite que les ondes électromagnétiques ? Alors, je crois que c'est 1,7 secondes. Il y a d'écart entre parce que alors, les ondes gravitationnelles, on a eu le signal à 12h47.
parce que c'est un traitement informatique qui a pris 6 minutes, mais elles sont vraiment arrivées sur Terre 1,7 secondes, enfin je ne suis pas sûr de 1,7, mais c'est de l'ordre d'une seconde, avant le sursaut gamma. Et ça, non, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont plus vite, parce que le sursaut gamma, il peut mettre un peu de temps à se former. D'accord ? Les ondes gravitationnelles, elles interagissent absolument, enfin, très très peu avec la matière, c'est pour ça qu'elles sont difficiles. Donc dès qu'elles sont émises, elles partent. D'accord ? Alors que le sursaut gamma, c'est quand même des processus qui font intervenir la matière, et tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Et l'estimation théorique, on n'était pas sur place, hein, mais l'estimation théorique, c'est que ça prend en gros entre 1 et 10 secondes. D'accord ? Et donc c'est pour ça que je vous dis, le fait que ça arrive à 1,7 secondes d'écart, en fait le chiffre qu'on garde, c'est quelque chose de l'ordre de 10 secondes sur donc 100 millions d'années. C'est ça qui vous définit. De toute façon, on ne pourra jamais dire qu'elle se déplace exactement à la même vitesse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est la même vitesse à 10-16 près. Mais c'est déjà beaucoup, hein, parce que les théories qui ont été éliminées, il y en avait qui prédisaient vraiment des chiffres très différents. D'autres questions ? Bonsoir, c'est par rapport à votre slide justement. Pardon ? Par rapport à votre slide, au moment où on dit qu'Einstein a réussi à réfuter sa théorie, sa propre théorie sur l'existence des ondes gravitationnelles. Il apparaît, oui, mais après, on dit qu'il y a eu un consensus dans les années 60. 57, ouais. 57, mais ouais. Comment a-t-on pu avoir un consensus, sachant qu'on n'a pas détecté justement ces ondes gravitationnelles ? C'était un consensus théorique, hein. J'ai pas dit que c'était... D'accord, donc il n'y avait pas d'autres experts. Un consensus, ça ne veut pas dire qu'on les a détectés, ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'on devrait les détecter. D'accord, ok. C'est... Ok. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi dans l'interféromètre on utilise des longueurs d'onde de l'infrarouge et pas par exemple du visible ou... Alors la raison c'est qu'en fait, d'abord les lasers ça n'existe pas en toutes les longueurs d'onde, hein. Surtout à l'époque où ces projets ont démarré. Et en fait la raison c'est que c'est les meilleurs lasers qu'on avait à l'époque. Et c'est il y a encore très peu de temps, c'était sans aucun doute les meilleurs lasers en termes de stabilité de l'intensité. C'est des lasers, quand on les met en marche, ils sont censés délivrer, j'en sais rien, 50 watts si on veut 50 watts, c'est 50 watts et ça varie très très peu au cours du temps. D'accord ? Les fluctuations de longueur d'onde sont très faibles, donc c'est vraiment 1064 nanomètres avec plein de chiffres derrière la virgule et c'est extrêmement stable. D'accord ? Le faisceau, il est très rond, enfin il est très beau, il y a plein de lasers qui sont beaucoup moins jolis que ça, quoi, hein. Donc voilà. Et ça, c'était une des grosses... c'était proposé en fait par Alain Brié, donc c'est un des chercheurs français de Virgo. C'était une des contributions des équipes du CNRS là-dedans. C'était de proposer d'utiliser le laser IAC, ce qui n'était pas évident à l'époque, parce qu'à l'époque, on ne savait pas en faire des très puissants. Il y avait des lasers à argon, qui sont des lasers verts pour le coup, qui étaient très puissants. Donc il y a des gens qui envisageaient de faire ça avec des lasers à argon. Mais il s'est rendu compte qu'en point de vue stabilité, ça allait pas marcher. Donc c'est lui qui a proposé ça et du coup on a développé ces lasers-là. Et maintenant on a des lasers comme ça qui délivrent 400 watts en continu. Je vous rappelle qu'un laser de 10 watts ça sert à découper de la tôle. Hein. Donc 400 watts en continu, il y a une bonne raison si les miroirs absorbent très peu la lumière. Parce que s'ils absorbaient vraiment la lumière, ils fondraient instantanément, quoi. Bonsoir. Je me demandais du point de vue technique et du point de vue de la détection, ce qui faisait, quelles étaient les modifications apportées entre Virgo et Advanced Virgo ou LIGO et Advanced LIGO. D'accord. Alors je vais juste peut-être reprendre le schéma comme ça. Voilà. En fait, c'est simple, tout a été amélioré. Donc, au moins, dans Virgo, la seule chose qui n'a pas été améliorée, parce qu'elle était déjà suffisamment bien, c'est la chaîne de suspension. Là. Les 7 étages de suspension, ça existait déjà. Et voilà. Ce qui a été amélioré, c'est... Ça marche là ? Le laser ici, il faisait 25 watts au moment de Virgo. Aujourd'hui, il fait plus de 100 watts. Alors, bon... En pratique, aujourd'hui, on n'utilise pas encore les 100 watts parce que ça pose d'autres problèmes, mais en tout cas, il peut délivrer 100 watts. La finesse des cavités, le nombre d'allers-retours que fait la lumière là-dedans, c'était 50
au moment de Virgo. Aujourd'hui, c'est 440. Donc on gagne encore un facteur important. Qu'est-ce qui a été amélioré Ah oui, ce qui a été amélioré, c'est les fils de suspension. Les fils de suspension, ils étaient en acier avant, ce qui paraît raisonnable pour soutenir des trucs de 40 kg. Maintenant, ils sont en silice. En fait, ils sont dans la même matière que les miroirs. C'est vraiment des fibres optiques, d'accord ? Parce qu'en fait, le fait de coller une fibre de silice sur un miroir en silice, ça fait qu'il y a très peu de frottement au niveau du collage, et c'est ça qui permet d'avoir un très bon facteur de qualité. C'est-à-dire que le fil, il vibre très bien à sa fréquence de résonance. Alors qu'avant, le système avec les fils en acier, ça posait des problèmes à cause de ça. Alors, il faut savoir qu'un des gros problèmes de Virgo, quand on est passé aux fils en silice, les fils en silice, en plus, il faut qu'ils soient très fins, tant qu'à faire, et on a eu beaucoup de problèmes avec des fils qui ont cassé. D'accord ? Et quand vous avez un miroir qui coûte 1 million d'euros, que le fil qui le soutient casse, bon alors évidemment, on ne le laisse pas tomber en chute libre. Il y a des trucs qui servent à les récupérer, qui surtout ne touchent pas les miroirs, parce que sinon, toute l'atténuation des vibrations serait compromise. Mais ils se mettent juste à 1 mm en dessous, ils sont comme ça là, prêts à attraper le miroir. Et on a eu effectivement beaucoup de problèmes de fils qui ont cassé. Alors une question en attendant, c'est quand la prochaine détection d'ondes gravitationnelles? Alors la prochaine détection d'ondes gravitationnelles, ça je ne sais pas, parce que c'est... Mais par contre, donc les interféromètres, ils sont arrêtés en ce moment, donc ils sont arrêtés depuis déjà plus d'1 an. Et on doit reprendre début mars pour un run, une prise de données pour se tester. Et début avril, on doit commencer à prendre des données de façon scientifique pendant 1 an. Alors avec la sensibilité qui a été quand même pas mal améliorée, alors il faut savoir que quand je dis que par exemple la sensibilité, on a gagné mettons un facteur 2, pour faire simple. Un facteur 2, ça ne paraît pas forcément incroyable, mais un facteur 2, comme l'amplitude est en 1 sur R, ça veut dire qu'on peut aller chercher les mêmes sources 2 fois plus loin. Et comme le nombre de sources est proportionnel au volume, ça veut dire qu'on a accès à un volume 8 fois plus grand. D'accord ? Donc, du coup, dans les runs précédents, on avait des fusions d'étoiles de trous noirs. On en avait en moyenne, quand ça fonctionnait bien, quand les interféromètres fonctionnaient bien, une tous les 15 jours. Donc, si on multiplie ça par un facteur 8, on peut s'attendre à avoir une fusion de trous noirs tous les quelques jours, quoi. Et à terme, quand on aura encore une bien meilleure sensibilité, l'inquiétude, c'est presque qu'on risque d'avoir tellement d'événements qu'on ne va plus savoir quoi en faire. Voilà. J'avais une question, je suis arrivé un peu en retard. Comment dire, est-ce qu'il y a des problèmes liés à la diffraction du faisceau laser? Alors il y a effectivement des problèmes liés à la diffraction du faisceau laser. Donc je vous ai dit que le faisceau laser, il faisait typiquement quelques centimètres. Et en fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle la cavité, elle fait 3 km. Parce qu'en fait, comme la longueur d'onde, c'est 1 micron, d'accord ? Si vous prenez ici, au niveau des miroirs, un faisceau laser qui fait quelques centimètres, d'accord ? Au bout de 3 km, en gros, il va avoir, à cause de la diffraction, il va avoir doublé de taille. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à 3 km. Enfin, on pourrait aller un peu plus, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors vous me diriez, pourquoi on ne met pas juste des miroirs plus grands ? Parce que des miroirs plus grands, c'est de plus en plus compliqué à faire, c'est de plus en plus lourd et ça coûte de plus en plus cher, donc on s'arrête là. Mais effectivement, en fait, les 3 km, c'est l'optimisation entre le fait... Parce qu'on pourrait se dire, si je démarre soit je démarre avec un faisceau laser plus petit, mais dans ce cas-là, il se diffracte plus, et du coup, au bout de 3 km, il va être plus grand. Et donc le bon compromis, c'est de démarrer avec quelques centimètres, et au bout de 3 km, il a augmenté d'un facteur 2, quoi, en gros. Merci. On a encore 2 questions. On va devoir s'arrêter quand même bientôt. Comment sont faits les miroirs et comment est-ce que vous pouvez faire qu'ils réfléchissent plusieurs fois la lumière et après qu'ils repassent? Alors, comment sont faits les miroirs? Donc, les miroirs, ils sont faits aux États-Unis, c'est de la silice fondue. Donc, c'est un matériau amorphe, c'est un bloc qui est bien taillés. Après, ils sont polis. Alors, je ne sais plus où ils sont polis. Je crois que c'est aux États-Unis aussi, mais je ne suis pas sûr. Ils sont polis. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par polir, c'est-à-dire essayer de faire la surface la plus plane possible. Alors, ce n'est pas forcément plane, parce que parfois, on veut faire des miroirs qui ont un certain rayon de courbure. Mais disons, quand je dis plane, c'est au sens la plus proche du rayon de courbure idéal, quoi. D'accord ? Ils ont des rayons de courbure, ils sont quasiment plans. Le rayon de courbure, c'est 1600 mètres, quelque chose comme ça.
Donc ça veut dire qu'à l'œil nu, c'est assez difficile de voir qu'ils sont incurvés. Donc ils sont polis. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est fait à Villeurbanne, c'est caractériser ces miroirs. Et pour avoir vraiment les quelques angstroms de défauts sur la surface, en fait, on commence par caractériser les miroirs et on voit que c'est plutôt quelques nanomètres, les défauts. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mesurer où est-ce qu'il y a des défauts, des trous. Et là où il y a des trous, bah, on va rajouter un petit peu de matière pour boucher le trou. Enfin bon, on dit comme ça fait un peu... mais bon, c'est un truc de haute technologie. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on arrive effectivement à avoir des miroirs qui ont des défauts de l'ordre de quelques angstroms seulement. D'accord? Et après, donc, ce qui est fait à Villeurbanne après, c'est de faire, pour faire un miroir, un bon miroir, il faut alterner des couches de matériaux avec 2 indices optiques différents. Et donc ce qu'ils font à Villeurbanne, c'est ils ont un appareil qui dépose un matériau, qui est de l'oxyde de tantale. Ils font une certaine couche qui a une épaisseur de l'ordre du micron, enfin un quart de micron. Après, ils font une couche de silice d'un quart de micron. Puis de nouveau, une couche d'oxyde de tantale d'un quart de micron. Ils font ça, des doublés comme ça, ils en font, je ne sais même plus combien, mais ils en font plusieurs, 15 ou... après, ça dépend exactement de quel miroir, mais voilà. Et il faut caractériser ça. Alors après, pourquoi la lumière, elle fait des allers-retours et elle finit par sortir? En fait, ça, c'est les propriétés des cavités. En fait, la lumière, elle fait pas... C'est pas une particule qui se promène et puis qui dit là je rebondis et là je sors, hein, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est une image pour dire que tout se passe un peu comme si effectivement la lumière faisait un certain nombre d'allers-retours et finissait par ressortir. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces cavités, donc la lumière elle arrive là, l'onde elle se propage, elle revient, et l'onde qui revient ici, comme ça, même si ça fait 3 km, c'est défini de façon à ce que l'aller-retour fasse exactement la longueur d'onde 10-6, enfin 1 micron, d'accord? Ce qui fait que l'onde qui revient, quand elle se réfléchit ici, elle est exactement en phase avec l'onde que le laser est en train d'envoyer à ce moment-là, d'accord? Et il y a un effet d'accumulation, d'accord? Mais cette accumulation, elle n'est pas, à un moment, elle s'arrête, la série converge, si vous voulez, tout simplement parce que, évidemment, la lumière qui revient là, comme elle est essentiellement réfléchie, mais elle est un petit peu transmise, et heureusement, parce que si elle était parfaitement réfléchie de ce côté-là, elle serait aussi parfaitement réfléchie de ce côté-là, donc on aurait une cavité merveilleuse, mais le laser n'arriverait pas à rentrer dedans. D'accord? Donc ce miroir-là, il est parfaitement réfléchissant, et celui-là, en fait, il laisse passer un tout petit peu la lumière. C'est ce qu'il faut. Moi, j'ai une question, sachant qu'il faut que les surfaces des miroirs soient exactement à la bonne distance pour que ça fasse pile la longueur d'onde. À quoi ça sert d'avoir des miroirs de 20 cm d'épaisseur, sachant que c'est juste la surface dont on a besoin d'une certaine manière? Oui. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que donc, on a un laser ici qui fait de l'ordre de plusieurs dizaines de watts, qui est envoyé dans des cavités, ce qui fait qu'il y a une intensité lumineuse très importante qui passe dans le miroir. D'accord? Sur cette intensité lumineuse, il y en a une toute petite fraction, 1 millionième à peu près, qui est absorbée par le miroir. Mais ça représente quand même une puissance de chauffage qui n'est pas nulle. Et du coup, on se retrouve avec un objet qui est chauffé en son centre, par le faisceau laser, et pas sur les bords. Un objet qui fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à se tordre. D'accord? Et donc, l'épaisseur des miroirs, enfin, ça ne sert pas qu'à ça, mais notamment, ça permet de limiter. Si on avait un miroir très très fin, il se tordrait énormément. D'accord? Et du coup, le faisceau laser serait plus adapté à la cavité. D'accord? Et puis, accessoirement, c'est aussi pour faire une suspension qui marche bien. Une des raisons pour laquelle mon expérience n'est pas super concluante, c'est qu'il faut bien choisir le couple entre la masse qu'on suspend et la raideur des ressorts. Et c'est plus facile sur quelque chose d'un peu massif. Et puis il faut aussi, c'est plus facile de suspendre quelque chose qui est un peu épais. Il y a plusieurs points de suspension qu'un truc qui est fin, qui aurait tendance à tourner comme ça. Enfin, si on tient compte de tous les degrés de liberté des miroirs, hein, ils ne peuvent pas juste se déplacer comme ça, ils peuvent aussi faire ça, enfin, etc. On a intérêt à prendre des miroirs quand même assez massifs. Mais donc ce qui est important, c'est que tous ces miroirs, ils ont tendance à se déplacer spontanément de nettement plus que la longueur d'onde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de petits détecteurs optiques autour qui les surveillent tous et qui en permanence les regardent et disent « Ah, lui, il est en train de bouger, qu'est-ce que je vais faire ?» En fait, sur les miroirs, il y a collé des aimants et on va appliquer des forces électromagnétiques pour, si jamais le miroir il se déplace comme ça, on va appliquer une force pour le ramener.
s'il fait ça, enfin, histoire de, en permanence, contrôler le mouvement du miroir dans ce sens-là, etc., quoi. C'est un peu une usine à gaz, quoi. Bien, je propose qu'on en reste là peut-être parce que on pourrait avoir beaucoup de questions encore. Donc merci beaucoup pour la conférence, pour les réponses à toutes ces questions. Et je voudrais juste dire deux petites choses. C'est que si vous voulez revoir cette conférence ou les autres conférences qu'il y a eu précédemment dans le cycle Une question à un chercheur, vous savez que vous avez ces vidéos qui sont mises. Alors pour la conférence de physique, là maintenant que Jean a filmé toute la conférence, ça sera bientôt sur le site de l'IAP. Et sinon, l'ensemble des conférences de physique et de maths sont disponibles sur le site de la SMF où vous êtes allé pour vous inscrire. Donc si vous avez par exemple des camarades qui voulaient venir et qui n'ont pas pu pour une raison ou pour une autre, indiquez-leur cette possibilité et vous-même éventuellement si vous voulez revoir des conférences anciennes, bien sûr vous pouvez. Deuxième annonce, c'est que vous savez que dans ce cycle de conférences, il y a des maths et de la physique. Il va y avoir prochainement le jeudi 4 avril une conférence de mathématiques à l'IHP. Donc ça sera un jeudi à 19h30 et cette conférence sera donnée par Barbara Shapira. Et ça sera sur la manière de jouer au billard dans un espace courbe. Donc on aura certainement des trajectoires et des collisions, puisque au billard il y a des collisions. Voilà, donc une deuxième conférence de maths. Cette année, exceptionnellement, il y a eu 2 conférences de mathématiques. Peut-être certains d'entre vous sont venus à celle du mois de novembre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour être venus aussi nombreux, pour toutes les questions. Et merci encore à toi, Pierre-François. Au revoir.